Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Dans le secteur de la mode, appréhender le digital et ses subtilités est indispensable pour grandir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters percutantes, gérer les campagnes méta et booster ses ventes en ligne sont autant de défis à relever au quotidien. Aujourd'hui, pour avancer plus fort, plus vite et plus sereinement, je suis convaincue qu'il est indispensable d'avoir un partenaire fiable. Spécialiste de la mode et du lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans les marques dans leur performance en ligne. Et les retours de leurs clients sont unanimes. Anthony et David sont de véritables experts. À l'écoute et capables de produire des résultats concrets. Le digital avance vite, il est complexe et passionnant, et personne ne prétend là avoir une recette miracle. Mais chez Lending Partners, vous rencontrerez des spécialistes, des passionnés et des partenaires qui vous accompagnent main dans la main sur vos objectifs de croissance en ligne. N'hésitez pas à aller consulter leur site www.lending.partners pour découvrir leur rapport sur les enjeux du secteur beauté, mode, chaussures, bijoux. Je suis très heureuse d'avoir Lending Partners à nos côtés et je les remercie de soutenir We Love Belgian Brands. Et maintenant, place à l'épisode. Et belle écoute! Pour cette saison 4, nous commençons par une série d'entretiens avec l'équipe qui se cache derrière la maison Nathan Couture. En effet, faisant suite à l'invitation de Gloria Baroudi-Vasquez, la générale manager de la maison, vous pouvez l'écouter d'ailleurs dans l'épisode 63. Nous sommes allés avec Lynn de Grom passer une journée entière à Bruxelles dans les bureaux de Nathan. Ce fut de très belles rencontres et une chance unique de vous emmener avec nous à la découverte des différents métiers qui constituent une marque de mode. C'était absolument formidable d'être comme des petites souris pour découvrir comment l'équipe travaille, interagit pour faire briller chaque saison de belles collections. Vous verrez, dans chaque épisode résonne le dynamisme, le professionnalisme et la passion qui animent cette équipe de talent. Dans les semaines à venir, vous pourrez donc écouter Marie-Charlotte Vermeulen, la fashion advisor de la maison, Laetitia Essikoff, la directrice des produits, Mircea Smolean, le responsable de collection et de la production, et enfin, Monsieur Vermeulen, le fondateur, le CEO et directeur artistique de la maison Nathan Couture. Bonjour à tous. Pour ce hors-série Nathan, nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui, je dis nous, puisqu'il y a Lynn de Grom qui interviewe en néerlandais des acteurs de la mode belge chez Nathan et moi, Astrid, qui interviewe les francophones. Il y a évidemment des bilingues dans l'histoire. Et ce matin, en ce beau vendredi ensoleillé de janvier, eh bien, j'ai la chance d'avoir Édouard Vermeulen, Monsieur Vermeulen, à mon micro. Et donc, je ne le présente plus et on va dès à présent commencer l'entretien. Si vous pouviez quand même vous présenter en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Et ensuite, ma question signature toujours du podcast, c'est quel métier rêviez-vous faire enfant ? Eh bien voilà, je vais d'abord me présenter. Donc, Édouard Vermeulen, j'ai fait mes études d'architecte d'intérieur et je suis tombé tout à fait par hasard en sonnant ici, en rentrant et en demandant s'il y avait un espace possible pour mes bureaux et un peu showroom dans les environs. Et cette personne, ici, dans cet hôtel particulier, me répond, vous voyez quand même qu'il n'y a rien à louer, mais je pose la question pour un peu d'ordre général, est-ce que vous connaissez quelque chose ? Et il me répond, mais non, ici en tout cas tout est loué à part le hall d'entrée. Et moi je lui réponds du tac au tac, pourquoi pourrais-je pas louer le hall d'entrée ? Parfait. Et c'est parti ainsi, et c'était une dame très raffinée, élégante, mais déjà d'un grand âge, et qui avait dans cette option et notre discussion, elle m'a dit, vous pourriez déjà faire un pas, et puis vous devriez reprendre tout le rez-de-chaussée parce que nous allons arrêter. Et peut-être que vous pouvez voir avec le propriétaire, mais tout ça dans l'idée, l'image de fait de la déco. Et puis est arrivée l'idée des clientes qui sont rentrées et qui m'ont dit pourquoi
il n'y a plus de mode, il n'y a plus que des objets. Quelle est l'aventure de cet Édouard qui, à ce moment-là, avait 24 ans et voilà, et c'est un peu... Mes débuts étaient ici au 158 en tant que décorateur. Et 2 ans plus tard, je faisais ma première collection. C'est ça. Et est-ce que déjà enfant, vous rêviez de ça? Mais enfant, j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique. J'accompagnais, je suis natif du nord du pays. Ypres est une ville très proche de la frontière française. Et au fait, Lille était l'endroit, à ce moment-là, dans les années 70, où on pouvait trouver déjà du prêt-à-porter, de la mode, différentes choses, puisque c'est la 3e ville de France. Et comme c'était proche de chez nous, le mercredi, j'accompagnais ma mère qui rejoignait ma grand-mère et mes cousins et on pouvait accompagner, mais on devait assister avant d'avoir notre glace chez le fameux pâtissier. On devait être sage sur un petit tabouret au moins pendant 1h30 et suivre les essayages ou les achats ou les choses. Donc ça m'avait toujours quelque part, on peut pas dire amusé parce qu'un enfant ne sait pas encore très bien à cet âge-là quoi faire, mais j'observais et voilà, et j'aimais quand on choisissait des étoffes pour des vêtements ou des étoffes pour la déco. Donc je me sentais de plus en plus enfant, dirigé. J'ai jamais voulu être pilote de ligne ni grand économiste. Il fallait que ce soit dans le milieu et surtout dans le secteur de l'art. Dans le beau, hein, c'est dans le beau. Ouais, le beau. C'est ça que j'entends en tout cas. Oui, mais c'est très important parce que quand vous faites de votre métier le choix d'être entouré de beau, je trouve que c'est cette satisfaction. Mais moi en tout cas, du matin au soir, j'aime bien être entouré de beau, de proposer le beau et voilà, et d'essayer de faire le mieux possible. Ça fait 40 ans que vous faites ça, que vous faites du beau, que vous proposez d'embellir les femmes avec vos créations. Qu'est-ce que vous retenez de ces 40 ans ? Mais ces 40 ans, c'est surtout une grande évolution. Je dirais la mode en elle-même, elle est toujours d'une inspiration, qu'elle soit folklorique, qu'elle soit un retour des modes. Voilà, il y a toujours des thèmes. Mais ce qui me frappe, en tout cas dans les 10 dernières années, c'est l'usage, c'est l'arrivée de ce fast fashion qui a fait qu'avant, comme moi j'ai débuté, la mode était beaucoup moins accessible. Il y avait la mode populaire et il y avait la mode, disons, de qualité, de création, d'excellence. Grâce, et c'est assez positif, que le fast fashion, qui a forcément pour moi pas tous les bons regards, parce que je trouve qu'aujourd'hui on devrait davantage retourner aux qualités, de savoir comment c'est fait, où c'est fait, et voilà, et quand je vois des vêtements, parfois des prix... Par qui? Parce que je vois des prix ridicules, donc je dis, je vois même que moi, ce n'est même pas la doublure d'un vêtement et c'est le prix qui est mis dans une boutique. Donc, mais bon, ça c'est un autre débat. Nous, ce qu'on veut en tout cas, c'est le fait en Europe, c'est la qualité, c'est les belles matières et on sait forcément si c'est pas fait dans nos ateliers, à quel atelier on travaille et ça a fortement été pas perturbé, mais c'est ce qui a amené aussi à ce qu'on a perdu une génération dans nos clientes. Ce qui est assez amusant, c'est que moi j'ai débuté avec 3 générations et je terminerai plus qu'avec 2, j'espère pas une, mais bon, pour le moment, on se rend compte que notre clientèle étant de 35 à 70 ans, mais cette cliente-là, très souvent, il y a une nuance, mais une femme de 40 ans peut très bien être inspirée de porter des vêtements, si je puis dire, qui seraient portés 10 ans après ou 10 ans avant, parce qu'il y a ce vouloir rajeunir, ce vouloir... Bon, mais je pense que c'est l'alimentation, le sport, la jeunesse, les nouvelles générations. Il y a, voilà, moi j'ai suivi 2 générations, mais la 3e maintenant, et je rentre dans une 4e presque, où je me rends compte que c'est une toute autre approche, mais avec des belles valeurs, mais totalement différentes, que par contre, pendant 2 générations, on faisait ce qui était avec simplement un mouvement de couleurs et de modèles, mais maintenant, c'était vraiment l'usage qui était différent. Et vous pensez que la plus jeune génération est moins sensible à la qualité? Il y a moins... Elle est de nouveau, à nouveau, de plus en plus. Donc, la nouvelle génération est très consciente que ces vêtements qui sont fabriqués, on ne sait où, on ne sait comment, ils s'interrogent quand même, puisque tout le monde est soucieux de la planète, de la vie, de tout, de notre belle nature. Si nous sommes ici, c'est grâce
voilà, ce que moi ce matin, je fais tous les matins ma promenade dans les bois, je parle à la nature, je la remercie parce que sans elle on ne serait pas ici, mais donc on doit aussi la respecter et je pense que c'est par les petites choses et surtout aussi la bienveillance que porte un vêtement, et je veux qu'un vêtement fabriqué par nous est justement un vêtement qui a été fait avec amour et je ne peux pas dire passion parce que tout le monde qui coud une robe n'est pas passionné pour autant, mais je pense que l'énergie qu'on y met est certainement une énergie positive et ce que ça doit se ressentir dans le port du vêtement. Je vous le confirme parce que j'ai eu la chance déjà de m'entretenir avec plusieurs membres de votre équipe et vraiment les mots de passion, les mots de dynamisme, de remise en question, de bienveillance reviennent beaucoup. Évidemment, quand je leur demande des mots-clés pour parler de Nathan, la notion d'élégance revient. Donc, sachez que vous avez réussi vraiment à transmettre ça auprès de vos équipes. Parce que c'est vraiment un esprit de famille. Et pour moi, j'ai toute personne qui rentre ici, je dis, il faut laisser son ego au vestiaire et alors marcher tous ensemble. Je finis par parler comme Monsieur Macron, en marche de justement d'avoir une équipe solide que les clientes ressentent, la confiance, le conseil et voilà, et le plaisir de faire du beau. C'est quoi votre réalité commerciale aujourd'hui? Il y a combien de boutiques? Où est-ce qu'on peut trouver Mais disons qu'on a 8 boutiques. On a donc notre chiffre d'affaires réside à du wholesale et nos magasins. Dans nos boutiques, 8 boutiques et une boutique couture qui est la boutique image, le sur-mesure, le rêve, un peu, voilà, pour les circonstances. On fait des robes de mariée, on fait des robes du soir, on fait aussi d'autres choses. Et puis les autres boutiques où il y a la distribution de notre prêt-à-porter. Nous sommes à Amsterdam, à Paris, au Bon Marché, et puis ici en Belgique. Et puis nous avons 120 points de vente de distribution de notre prêt-à-porter et que maintenant, petit à petit, nous avons une assez forte croissance. Donc vers l'étranger, on ira aussi probablement vers les Galeries Lafayette le printemps. Les autres marchés, c'est donc Pays-Bas, Pays-Bas, Allemagne, la France, Pays-Bas surtout. Bon, nous sommes au Luxembourg, mais ça c'est pas un grand marché, mais on essaie d'aller vers les pays du Nord. L'Allemagne, qui maintenant petit à petit s'agrandit aussi, parce que on aussi la Suisse, parce que les pays au fait du Sud ont leur propre mode, leur couleur, leur code. Et je pense qu'il faut respecter ça et il faut voir où il y a la clientèle. On aimerait ouvrir une boutique dans les 2 ans qui viennent, un plus bel espace à Paris pour y mettre la couture. On aimerait ouvrir une boutique à Madrid parce que là, on sent qu'il y a une demande de la part des clientes qui viennent de l'Amérique du Sud et tout. Donc voilà, on a encore plein de projets. Chouette. Et les États-Unis, l'Asie, ça serait une option? Vous avez déjà essayé? Oui, on a essayé, mais les États-Unis ont un marché très protégé, et assez difficile, avec des conditions, surtout que on travaille avec une maison à New York qui est des gens tout à fait charmants, mais alors c'est vraiment le propriétaire de la boutique qui vient faire les achats et tout, alors c'est facile. Mais quand on est dans des groupes, il y a une telle administration et d'importation, de qualité, de matières premières, de date de livraison, que c'est, pour finir, je trouve que c'est beaucoup de choses, mais peut-être qu'avec un volume. Moi, je ne me ferme à rien, mais je dis toujours à mon équipe, ne perdons pas de temps, allons à l'essentiel, voyons ce qui apporte de la dynamique à la société et qui, de ne pas se retrouver à ouvrir un marché qui n'a pas de rentabilité. Est-ce que le online, le site marchand, le fait de vendre en ligne est quelque chose qui fonctionne pour vous? Est-ce que c'est aussi un canal de distribution? C'est un canal de distribution. On a vu ça vers les pays du Nord aussi. Voilà, on a de plus en plus. Ça permet d'abord de faire connaître notre produit et pas justement tous les réseaux sociaux sur lesquels, vous avez dû en parler avec Peter Yan. C'est très important de voir parce que c'est notre carte de visite. Avant, les boutiques avaient une vitrine. Maintenant, leur vitrine, c'est le web, c'est les social media, c'est l'Instagram, c'est tout. Et puis, quand les clients passent par hasard, ils regardent quand même la vitrine, mais ça ne devient plus une priorité de faire du shopping. Les gens viennent chez nous parce que ils ont pris connaissance de notre marque, ils ont vu sur notre site ce que nous avions comme type de vêtements, ils prennent contact avec les commerciaux ici, et puis les rendez-vous sont fixés. Ça, c'est une forte évolution les 5 dernières années que les gens qui
qui consomme, si je puis dire, est une tranche de femmes encore actives qui travaillent et que la balade shopping avec le déjeuner avec une amie n'existe quasi plus. Non, c'est une autre expérience. Hein. C'est une autre expérience. Ouais. Et c'est quoi du coup l'expérience d'acheter en boutique Nathan? Mais c'est justement, moi, je suis toujours ravi que les gens sont très informés sur nos collections, donc ils regardent, donc ils ont déjà un pré-choix, si je puis dire. Donc c'est plus facile pour la vendeuse et responsable ici de la boutique, des boutiques, de dire, mais voilà, madame, on vous fait la sélection d'après ce que vous avez vu et ce que vous avez apprécié, vous allez essayer, et c'est au fait déjà un travail qui est fait au préalable, et on comprend mieux ce que la cliente veut comme couleur, ce qu'elle aime comme forme, et puis à nous de conseiller, parce que l'expérience est quand même parfois, moi je dis toujours, on est parfois étonné quand on est sur un site, on voit les robes, tout ça c'est photographié pour que ce soit très technique aussi. Mais après ça, il faut porter le vêtement. Et ici, on a quand même un service de conseil, de matière, de couleur, un atelier. Parce que nécessairement, quelque chose que vous avez vu sur un mannequin peut vous plaire, parce que voilà, vous êtes attiré par cette pièce. Mais est-ce que, dans le fond, elle vous va-t-elle? Est-ce qu'elle ne doit pas être revue d'une autre façon? Et je pense qu'une expérience boutique pour un produit dans lequel vous voulez paraître, mais quand je dis paraître, c'est pour une circonstance, un mariage, n'importe, ben, ça vaut le déplacement. Et c'est comme ça que je dis toujours, la fête commence ici. Parce que si vous vous sentez bien dans un vêtement lors de votre réception ou le mariage ou vous devez assister à quelque chose d'officiel ou d'important, ben, je pense que le compliment que vous recevez, si vous êtes élégante et qu'on dit tiens, voilà quelle jolie robe qui vous va bien, mais ça apporte une énergie assez positive. Lors de votre discussion avec Veerle Windels début décembre à Anvers, vous disiez que quand vous commencez à lancer une création, pour lancer une nouvelle collection, la première chose que vous faites, c'est regarder les statistiques de revente. Oui. Et je trouvais ça très pied sur terre, survant vos racines parce que, flamandes. Voilà, une maison, moi, c'est une maison qui a toujours eu son auto-gestion, si je puis dire. Donc, nous ne faisons pas partie d'un groupe. Tout se fait par la maison mère. Et on se rend compte que l'évolution des collections se fait quand même 30% création, 30% marketing et puis 30% qu'on fait aussi à l'écoute de ce qui s'est fait. Alors si on se rend compte que, vous savez, c'est ça où je dis, il y a une grande évolution dans l'usage. Quand les gens au début venaient pour des fêtes de fin d'année, mais maintenant c'est quelque chose qui n'existe plus parce que les gens sont en voyage à ces périodes-là. Donc en fait on est dans une phase aujourd'hui où l'été et le printemps est la collection la plus importante parce que à nouveau c'est pour paraître, pour recevoir. Et donc il est très important d'abord de créer une évolution, mais en même temps de se rendre compte que pourquoi nous, le tailleur, par exemple, la veste jupe n'existe quasi plus. On fait la veste pour un pantalon, on fait le top sur un pantalon. Parce que, voilà, ça, on s'est rendu compte que dans les statistiques, ou bien c'était parce que on faisait pas le bon vêtement, mais enfin, une veste reste encore toujours du tailoring. Donc, et voilà, tout ça, c'est des choses, on en a vendu énormément, mais depuis 3-4 ans, si pas 5 ans, c'est plutôt d'abord la robe, toujours puis la robe, le pantalon, le top, un peu de maille, mais voilà, ça c'est une évolution aussi de la mode, et c'est là où on se rend compte qu'il faut être proche du marketing, proche de ce qui se fait, et de voir, bon ben voilà, si dans toutes les villes dans lesquelles on est, on voit que ça n'a pas été un bon score de vente, ben je dis pas qu'il faut plus le refaire, mais il faut se poser la question. Ouais, savoir se remettre en question. Gloria, dans notre conversation, elle disait justement que Nathan, ce n'était pas forcément que des robes de couture et que des robes pour des grands événements, que c'était elle-même elle montrait qu'elle avait la chance de pouvoir être habillée tous les jours en Nathan, et que c'est aussi en effet des vêtements qui se portent au quotidien par les femmes qui travaillent évidemment, et que ce n'est pas que de la réception. Tout à fait, c'est parce que au fait, on a toujours la maison est née avec Nathan Couture. C'est évidemment on veut l'élégance et l'excellence, mais on se rend compte que plus de 80% de notre chiffre d'affaires est le prêt-à-porter
qui est dans cette même lignée, mais qui est malgré tout plus accessible au niveau prix, parce que voilà, nous, je dis toujours, c'est aussi dans le marketing important qu'on puisse avoir des robes, disons 750 €, 850 €, des tops à 350 €, parce que il faut que les choses restent payables, et parfois on a un peu l'image de l'inaccessible, mais je pense que nous ne le sommes pas, et nos clients nous le disent souvent. Voilà, il faut, voilà, évidemment, il faut aussi comprendre que c'est fabriqué en Europe, que c'est des belles matières, et voilà, et ce fast fashion a un peu, comment dirais-je, démystifié les prix, mais l'inflation fait qu'on doit suivre un mouvement. C'est vrai. Gloria, elle parlait aussi de vous comme un mentor et un moteur. Le mot de moteur, ça, je l'ai beaucoup entendu dans les autres équipes, que vous étiez quelqu'un de très dynamique, qui menait beaucoup de rythme dans les équipes. C'est quoi pour vous être un bon leader, un bon manager? Évidemment, je dis toujours, c'est ça qui est amusant. Dans la génération qui me suit, moi, je n'ai jamais été assis à mon bureau, si je puis dire, sauf pour les réunions ou les choses comme ça. Donc, je suis toujours en activité. Donc, je vais voir tout le monde. Je demande, je regarde, j'observe, je dis, est-ce qu'il y a des questions? Je descends à l'atelier, on montre des proportions. Je descends à la boutique, faites ceci, est-ce que ce serait pas plus joli comme ça? Donc, c'est cette activité qui est encore de ce que j'appelle l'ancienne génération, puisque moi je suis quand même dans une voie de 40 ans de maison, mais je n'ai pas changé mon mode de vie à ce niveau-là. Donc un moteur, c'est quelqu'un qui parle, qui voit, qui prend les initiatives, qui participe aux initiatives, et pas que les écrans qui sont nécessaires, je suis bien d'accord, mais il y a le côté humain, et si vous voulez être un moteur, c'est pas en envoyant un mail, c'est en parlant aux gens. L'action. L'action, l'échange, le partage, ça se ressent beaucoup. Et est-ce qu'il y a des rêves que vous voudriez encore, ou des femmes que vous rêveriez encore à habiller? Mais disons, des rêves, c'est de pouvoir peut-être encore un peu développer la marque à l'international. C'est pour ça qu'on pense à Genève, oui, on a pensé à la Suisse aussi, mais c'est plutôt Zurich que Genève. Mais c'est surtout peut-être d'ouvrir à Madrid, d'ouvrir une maison de couture à Paris. On a une antenne à Paris, mais de prêt-à-porter. J'aime le projet, et donc chaque projet qui s'ouvre donne une dynamique, et de voir cette évolution, parce que je pense qu'on a besoin le projet est pour moi le mot numéro 1. J'aime pas trop les week-ends, certainement pas les dimanches, et à partir du dimanche soir, je dis on rentre dans une phase projet, et c'est vrai que c'est pour moi un moteur. C'était exactement une de mes questions. C'est quoi un dimanche chez vous? Un dimanche chez moi, c'est la promenade. C'est en été, c'est la promenade, un peu jouer au golf, voir ma famille. C'est vrai que les 4 dernières années, je me suis orienté les week-ends vers la côte belge, parce que je trouvais qu'il fallait un peu de dépaysement par rapport à la ville. Voilà, donc ce sera peut-être le voyage, mais c'est vrai que pour le moment, c'est encore la pleine activité. Ouais. Demain, c'est un shooting. Dimanche, on part à Paris, on présente la couture. Mardi, donc c'est toujours... J'aime bien que mon temps soit rempli. C'est ça. On parle ici de mode belge. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, et qu'est-ce que ça signifie, Nathan, maison belge? Mais disons que d'abord, j'ai beaucoup d'admiration, et je suis très reconnaissant aux écoles telles que l'Académie d'Anvers et ici aussi la Cambre, parce que je pense que grâce à ces écoles, les créateurs, les 6 d'Anvers comme on dit, qui n'en sont plus 6 non plus, mais je veux dire, ça a permis à la Belgique de se mettre sur la carte internationale de la mode, et ça grâce à ces maisons qui ont fait des défilés insensés avec des événements qui étaient académiques plus que commercial, mais qui ont créé un mouvement. Et nous, on est une maison de couture, donc peut-être la seule en Belgique qui a vraiment encore les ateliers et cette façon de faire. Mais voilà, on est très fiers d'être belge, parce qu'aujourd'hui, le label belge est un label important, un label de qualité, un label de créativité. Et la mode, depuis quand même à peu près 30 ans, la mode belge est vraiment omniprésente dans le monde de la mode internationale. Absolument. Quelles sont les marques ou les maisons de mode belges que vous trouvez inspirantes? J'ai beaucoup d'admiration pour Dries Van Noot, parce que d'abord, je trouve que c'est un homme de goût extraordinaire, aussi bien dans le concept, dans la déco, dans tout. Et puis ses matières, les vêtements sont propres à lui, mais les tissus, j'aime bien les couleurs. Donc c'est quelqu'un que j'admire, mais surtout aussi pour son univers.
plus pour son univers. Et puis, mais il y a d'autres maisons qui sont plus, comment dirais-je, qui sont plus dans le sens créateur, comme des Anne Meulemester, que je trouve ça tout à fait beau et créatif, mais qui sont alors très loin du côté que nous faisons ici, féminité, couture, rêverie, entre guillemets. C'est donc fort loin. J'ai pas tellement de maisons comme la nôtre qui font un peu ce type de produit. Ah non, ça c'est sûr. Vous êtes la seule et grande maison de couture. C'était émouvant pour vous de célébrer 40 ans de maison? Mais c'est émouvant parce que je trouve que malheureusement tout va trop vite et 40 ans, ça me paraît rien. Parce que quand on est sorti des archives, on a vu le partage avec les personnes, les équipes, parce que tous les gens qui sont arrivés chez nous ici ont toujours travaillé. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui a quitté la maison en 40 ans de temps sans des pleurs, vraiment de regret de quitter pour un choix de vie ou des voyages ou accompagner son partenaire ailleurs. Mais donc ça a toujours été beaucoup d'émotions et de relationnel. Et donc une semaine, une journée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une semaine? Qu'est-ce que c'est qu'un mois? Qu'est-ce que c'est une saison? La mode, c'est tous les 6 mois de recommencer tout à zéro. Donc, ça accélère encore le temps. Et maintenant, je vais essayer un peu de le retenir. Et de profiter un peu, c'est ce Oui, mais c'est bon, profiter, justement, ça c'est aussi l'expérience qui fait que on crée des équipes autour de soi et que les choses se mettent pour justement que tout âge apporte sa sagesse et sa dynamique au sein d'une société tant que vous voulez rester dans l'activité, dans la créativité et dans le souhait que ça évolue. Ça se ressent beaucoup que les gens sont attachés à vous et sont contents de travailler pour la Maison Nathan. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce lien humain que vous arrivez à créer? Oui, je dis toujours, tout le monde a droit, disons, à sa personnalité, mais avec des codes. Parce qu'il y a des codes de la maison, mais qui ne sont pas des codes très sévères, mais j'ai toujours respect, éthique, soin, joie, créativité, mais dialogue aussi. Et je pense que le dialogue est important dans une société pour ne pas avoir que, vous savez, la direction, puis les ateliers, entre-temps le commercial. Mais bon, je pense qu'il faut écouter chacun, travail d'équipe. Puis nous, on fait des réunions, je demande l'avis. Et puis voilà, je pars du principe que je n'ai pas la science infuse et personne ne l'a non plus. Donc, c'est toujours pour mieux faire et qu'en le faisons ensemble. Ça se ressent qu'il y a une vision commune, et que vous regardiez ensemble vers la même direction, portée par en effet des projets, un dynamisme, une envie de se remettre en question. C'est quoi encore vos rêves pour les 10 prochaines années? Mais c'est de continuer, c'est de créer, de suivre le mouvement de la mode, de pouvoir encore habiller une génération et de faire ce que j'appelle une image internationale et d'amener des gens à venir chez nous. Et comment on fait ça pour grandir à l'international? Pour grandir à l'international, aujourd'hui, surtout quand on le fait par ses propres capitaux, c'est parfois moins évident. Mais je pense que nous, après-demain, la couture à Paris, c'est d'être présent à Paris, d'inviter des journalistes, d'être sur Instagram. Et on est étonné parfois moi je pense toujours qu'on est méconnu et qu'on nous connaît que jusqu'au coin de la rue. Ben alors, il s'avère qu'il y a quand même des clients qui prennent rendez-vous des 4 coins de l'Europe ou parfois d'ailleurs. Et Paris vous permet d'être un peu visible international. Mais par exemple, demain, ouvrir à Madrid, comment on acquiert une notoriété sur un marché espagnol? Je pense que c'est un peu toujours par l'Instagram. On a eu la chance. Là, par exemple, Madrid, c'est beaucoup aussi la Reine Maxima par l'Amérique du Sud et l'Espagne et tout, qu'on est suivi par beaucoup de gens de ces pays-là. Et donc, on n'est pas encore vraiment connu, mais inconnu pas non plus. Et puis c'est toujours amusant de commencer un projet et moi je pars jamais gagnant, donc c'est toujours comme si c'était le premier jour. Absolument, toujours une prise de risque. Oui, toujours comme le premier jour, rien n'est acquis. C'est ça. Vous voyagez pour refaire des robes sur mesure à des princesses en Amérique du Sud? Ça je ne fais pas parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas et en vieillissant je veux m'occuper justement de la gestion, quand je dis c'est le marketing, l'image, les collections, le produit, quelques clientes comme Famille Royale pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais commencer à voyager pour faire des robes et être aux 4 caprices dans les 4 coins du monde, non. Ce sera ma dernière question. C'est quoi justement le pourcentage de temps que vous pouvez consacrer à la création, à la gestion? Beaucoup moins qu'on ne pense, mais on essaie quand même de considérer que c'est 30% de mon temps.
Quand même, ok, oui, super. parce que il y a la création, matière. hein. Oui. La matière est le départ de tout. C'est le choix des matières. Le choix des matières, c'est, comme je vous ai dit, c'est un peu le marketing de voir ce qui a été fait la saison d'avant pour voir, bon, est-ce que c'était cohérent et tout. Et puis de jouer les volumes, de jouer les associations et de voir comment tout ça se présente. Mais donc, oui, et ça m'amuse. Il y avait pas, je ne suis pas ni le roi je veux dire, de me regarder focaliser sur tous les détails comme les gens peuvent faire. J'aurais peut-être plus le faire sur Internet. Mais bon, on est déjà suffisamment informés et je pense que ça prend déjà suffisamment de temps sur notre planète. C'est tous ces gens qui sont nuit et jour sur un téléphone pour le bien et pour moins bien. Et pour le moins bien, je suis bien d'accord. Est-ce que vous voulez profiter de ce micro pour dire encore quelque chose à vos équipes qui vous écouteront? Mais que je suis très reconnaissant toujours parce que je dis, je remercie mes équipes, tous, parce que c'est un travail, ça n'existerait pas sans ce travail d'équipe, sans cette dynamique à tout niveau, que ce soit la créativité, la gestion, le marketing, les ateliers, les vendeuses, tout. Et puis surtout aussi à tous les jeunes qui aiment la mode. Aujourd'hui, c'est parfois pas plus facile, mais plus accessible de commencer grâce à des Instagram. Moi, j'ai vu des gens que je dis, comment est-ce que vous avez vendu là à New York? Pas mon Instagram, mais nous, à l'époque, on devait commencer avec une boutique du personnel et des gros frais. Donc, c'est une grande part de risque aujourd'hui que maintenant, les jeunes ont certainement beaucoup de possibilités de créativité à l'international et sur une autre façon, peut-être moins lourde qu'une maison comme la nôtre. C'est pas si facile non plus. Non. Il faut savoir faire du très bon contenu et percer sur les réseaux sociaux, c'est encore une autre problématique. Mais c'est important je dis toujours que les jeunes puissent être, tous les stagiaires qui viennent ici, j'essaie toujours de leur dire qu'ils ont cette chance de vivre à une époque où ceci est possible parce que ce qui était possible n'est plus possible aujourd'hui. Non, les choses évoluent et c'est vrai, il y a des nouveaux modèles, des nouvelles formes de business qui peuvent être créées, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats que vous avez envie de créer justement avec des gens plus jeunes ou avec des... Oui, ben c'est aussi, on essaie de voir le partenariat. Tout le monde me dit, voilà, je voudrais faire un parfum de dressing, un dressing room, et des choses. On parle avec Sisley, on parle avec des belles grandes des maisons, des marques pour voir s'ils peuvent nous aider, nous guider. Et voilà, je reste bien focus sur le vêtement, mais il se fait que les parfums, il y a assez, mais que ce soit un parfum qui donne dans l'environnement de l'élégance, une subtilité, et puis qui peut donner une évolution. Bon, mais ça, c'est d'autres gens, d'autres professionnels, mais tout est possible. Ce serait un très beau projet. Du moment de s'ouvrir. Écoutez, formidable. Merci pour ces leçons, justement, d'ouverture, de curiosité, de dynamisme. Merci à vous. Bonne journée à vous, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.